bonjour. Donc pourquoi la génétique? Je crois que la génétique aujourd'hui a fait des progrès formidables au cours, je dirais aujourd'hui, depuis quelques décennies. Elle interroge, elle fascine et nous avons besoin de nous comprendre. Et quoi de mieux pour nous comprendre que d'abord de définir les mots qu'elle utilise. Peut-être Stanislas, tu peux nous dire quelques mots sur la genèse de ce livre? L'origine de ce livre est double. La première, la plus fondamentale, est que je pense que nous manquons de mots, en tout cas de mots sur lesquels nous pouvons nous entendre pour parler de génétique. Et c'est en contraste avec l'utilisation de mots de la génétique un peu partout. C'est dans l'ADN de ma société, c'est dans mes gènes. Et au fond, sait-on vraiment parler de la même chose? Et puis, ce livre a aussi une petite histoire qui est une histoire de, si ce n'est d'hérédité, mais de filiation. C'est qu'il reprend des traités de que sais-je, ou de nos maîtres ou patrons, on dit comme ça en médecine, Jean Frézal et Josué Feingold, qui nous avaient habitués à définir les mots avec beaucoup de talent. Sa découverte fondamentale, de la bactérie à l'éléphant, en passant par les souris, les arbres et les hommes, tous les êtres vivants sont constitués à partir d'un message chimique qui se transmet de génération en génération. Ce message est inscrit sur une longue molécule, l'ADN, que l'on trouve replié à l'intérieur de chacune de nos cellules. C'est sur cet ADN que sont inscrits les gènes, c'est-à-dire les instructions qui définissent chacun de nos traits et tous les produits qui sont fabriqués par la cellule. Comme dans un programme informatique, ces gènes sont composés dans un langage chimique à partir de 4 substances que l'on symbolise par les lettres A, C, G, T. Ce code génétique est le même pour tous les êtres vivants. Ce que les biologistes ont découvert, ce sont les techniques qui permettent de lire l'ADN, mais surtout de le découper et d'y insérer un gène provenant d'un autre organisme. En la découvrant, Watson, Crick, on dit que cette molécule était si belle qu'elle se devait d'exister. Le petit film qu'on a vu en donne assez exactement les 3 dimensions. Une première dimension qui est très horizontale, c'est l'ADN qui sert au fonctionnement cellulaire, qui par son expression, c'est le terme qu'on utilise, va pouvoir être endroit après endroit recopié pour dégager un message génétique qui va informer la cellule et là, au fond, l'aider à se construire, à vivre, à s'exprimer, à se différencier, à se développer. Et tout ce qui fait un être vivant est effectivement codé par son ADN. La deuxième dimension qui vient avec les petits ciseaux du scalpel qui coupe l'ADN en morceaux, c'est que c'est une molécule qui est étrangement, par rapport à sa mission fondatrice, qui est étrangement modulable, découpable, utilisable, bricolable, et que l'ingénierie génétique, le génie génétique, comme on a voulu l'appeler, a pour objet d'utiliser cette molécule pour l'insérer, la transposer jusqu'à la thérapie génique, par exemple, qui consiste à insérer une séquence réparatrice ou un gène normal dans un organisme qui en est dépourvu. La troisième dimension, qui est peut-être dans le schéma sans être totalement explorée, c'est celle de la transmission. C'est la dernière dimension, c'est celle qui est verticale. C'est que c'est aussi la molécule de l'hérédité. La génétique est aussi avant tout la science de l'hérédité. Et l'organisation de cette molécule en 2 brins qui se complémentent, qui se concordent et qui, comme une fermeture éclair, peuvent se recopier l'un l'autre et vont ensuite être distribués à des cellules filles ou à des enfants, fils ou filles d'un couple, est aussi la beauté de cette molécule. La découverte de l'ADN, enfin de sa structure en 1953, a succédé au début des années 70 la capacité qu'on a eue à séquencer ces éléments constitutifs de l'ADN qu'on appelle des nucléotides ou des paires de bases. Et cette capacité de séquencer l'ADN de tous les êtres vivants, on a vu que ce soit végétal, les animaux, des populations humaines, je dirais, a ouvert des champs d'exploration formidables, que ce soit d'abord à partir de la comparaison de différents ADN de différentes espèces animales, donc de reconstruire l'évolution des espèces, qui était évidemment pressentie par Darwin, mais là, on a pu, grâce à l'analyse comparée des séquences de différentes espèces vivantes, reconstruire
l'évolution des espèces. C'est aussi, le séquençage de l'ADN est un outil formidable pour comprendre les migrations, pour comprendre les populations humaines, leur diversité, leur histoire, et aussi donc pour dénuer de sens le mot race, race humaine. Et puis enfin, le séquençage de l'ADN pour des populations humaines, chez l'homme, chez les patients, eh bien, a permis d'abord d'identifier des gènes responsables de maladies. C'est toute l'explosion de la connaissance des maladies génétiques qu'on a vue à partir des années 80. Et ça a permis donc de faire des diagnostics, de comprendre les maladies génétiques. Et ça ouvre aujourd'hui tout ce qui est médecine prédictive, c'est-à-dire cette capacité que nous avons, peut-être prétention dans certains cas, à prévoir une maladie, à prévoir un trait génétique. L'ADN est une clé formidable pour explorer des champs nouveaux. Donc cette galerie de portraits a introduit les pères fondateurs de la génétique avec deux grands volets. Les pères fondateurs de l'évolution des espèces, Buffon, Lamarck, Darwin, et puis la compréhension aussi l'expression des traits génétiques avec Mendel. L'évolution des espèces est un phénomène qui est fascinant, et que Darwin a extrêmement bien compris en nous disant que c'est un processus de sélection des individus les plus adaptés à l'environnement. Ce qu'ignorait Darwin, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'était la diversité formidable de réservoirs qui permettaient de sélectionner les individus d'une espèce donnée les plus adaptés. Et cette diversité est liée à des différences génétiques au sein des individus d'une même espèce, diversité qui est liée à des événements de mutation aléatoires, essentiellement aléatoires. Et comprendre l'évolution des espèces, c'est en fait c'est comprendre d'autres processus biologiques extrêmement importants. Et on pourrait résumer l'évolution des espèces par le magnifique mot de Jacques Monod qui est le hasard et la nécessité. Le hasard renvoie au réservoir de diversité et la nécessité à la sélection pour donc l'adaptation à l'environnement. Et donc la compréhension de ce principe de sélection est très important pour comprendre nos populations humaines, pour comprendre le mécanisme d'un certain nombre de maladies et en particulier la cancérogénèse. Le cancer est une maladie génétique de la cellule qui obéit à un processus darwinien. Et puis enfin comprendre, donc revenir à cette idée de diversité des populations et de sélection, ça permet de battre en brèche les tenants de l'intelligent design. Cette hypothèse qui veut dire, qui nous dit que derrière, cet intelligent design nous dit finalement notre vivant, les espèces vivantes sont si merveilleuses qu'il y a la main d'un dieu qui y préside. Mais en fait, l'intelligent design est une hypothèse qui finalement correspond à un biais d'observation, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, bien souvent, on n'a pas conscience de la très grande diversité qui a présidé, qui a permis la sélection des individus les plus adaptés. La diversité génétique dont il est question comme support de la sélection naturelle opère aussi en déterminant les caractères qui nous font différents. Tous parents, tous différents, c'est l'exposition de Langanais au Musée de l'Homme, il y a plusieurs dizaines d'années, et qui tient toujours après la séquence de l'ADN du génome humain, le projet génome, qui nous dit au fond que la plus grande découverte de ce projet, c'est la variabilité extraordinaire de notre ADN. Mais cette variabilité ne porte
entre êtres humains que sur 0,1% de notre ADN. Donc à la fois immensément semblables, 99,9% qui nous rapprochent et qui font que nous sommes des hommes semblables, et en même temps ce 0,1% qui fait nos différences. Cette petite part de différence a été captée dans ces modes héréditaires, en se rappelant que nous avons à chaque point de notre génome 2 copies de nos séquences, l'une d'origine paternelle, l'une d'origine maternelle, et on en arrive à frère Grégor, à Mendel, frère Grégor en religion, qui dans son monastère de Brno va opérer des croisements en repérant les caractéristiques, les phénotypes, l'expression visible du génome, et en déterminant ainsi les lois qui font toujours autorité, qui ne sont pas démenties. Ce n'est pas qu'il y a des exceptions aux lois de Mendel, c'est qu'il y a d'autres modes génétiques possibles, d'autres observations scientifiques, mais en tout cas ces lois de l'animal au végétal et dans toutes nos espèces prévalent. Elles déterminent le fait que un allèle va l'emporter sur l'autre, il est dominant, ou récessif au contraire s'il ne l'emporte pas. Ces lois vont déterminer aussi des éléments importants sur la position génétique, et elles ont été utilisées à rebours, dit-on, pour comprendre l'endroit où se trouve un gène qui détermine tel et tel caractère, normal, voire pathologique, telle et telle maladie par conséquent. C'est ce qu'on appelle les stratégies de liaison génétique qui vont utiliser les lois de Mendel pour positionner un segment génétique par rapport à un autre et une maladie par rapport à un point sur un chromosome. Et puis, ce sont les lois de l'hérédité des maladies. Les maladies dominantes qui vont se produire par l'avènement d'une mutation nouvelle qui, à elle seule, sur une simple copie de notre génome à un endroit, face à un allèle qui, lui, fonctionne bien, vont déterminer quand même l'expression d'un phénotype dans les maladies dominantes. Elles peuvent arriver par l'hérédité, elles peuvent aussi survenir par mutation. C'est un élément important que de se souvenir que notre génome est plastique, il est mobile, il ne se recopie pas toujours comme on le souhaiterait et des erreurs peuvent se glisser qui peuvent déterminer des maladies. Les allèles récessifs, au contraire, dans la drépanocytose, par exemple, la maladie la plus fréquente des maladies mendéliennes, c'est comme cela qu'on les appelle, au monde, qui touche les personnes originaires d'Afrique, et où il faut cette fois-ci, au contraire, avoir hérité et de son père et de sa mère d'un allèle mutant pour exprimer la maladie. Et cette maladie nous rapproche, pour finir, pour faire la boucle avec l'évolution, du fait qu'il y a une dualité dans le génome entre mutation et sélection, et que quelque chose qui peut être très délétère chez un enfant ayant reçu les 2 allèles mutants de drépanocytose peut au contraire, dans la population dont il est issu, chez ses parents, qui sont simples hétérozygotes, porteurs, dit-on en général, d'une seule copie de cet allèle, les protéger et faire qu'ils vont avoir plus d'enfants que les autres. C'est le cas de la drépanocytose où le fait de porter un seul allèle va protéger contre le paludisme. Et au fil du temps, ces populations ont été modelées à la fois par une maladie terrible et en même temps par le fait de résister, et que ceux qui ont résisté au paludisme ont eu plus d'enfants que les autres. Chers amis, bonsoir. Bonsoir. C'est l'heure du coup d'envoi, le premier Téléthon européen, et il est français. L'idée, récolter des fonds pour la recherche et redonner espoir aux malades. Inspirée d'une émission américaine, cette première édition est parrainée par Jerry Lewis. Encore. Au final, ce premier Téléthon rapportera 181 millions de francs, 3 fois plus que ce que les organisateurs espéraient. Je ne peux pas cacher que ce sont des images assez émouvantes. Pour moi, elles signifient d'abord parlons-nous, à Necker enfant malade, mais la naissance d'un laboratoire de génétique qui a été au début financé par ce premier Téléthon. Et je ne peux pas ne pas le dire parce que c'est véritablement une part de vie scientifique de tout un groupe de dizaines, de centaines de généticiens qui ont travaillé grâce à ce lancement. On voit les chiffres qui s'ajoutent, et je peux dire que le 1 devant avait été rajouté parce qu'il n'était pas du tout prévu que ça puisse atteindre cette somme phénoménale. Peut-être plus profondément, plus que l'argent, plus que cette somme, plus que la belle image de cette générosité entre public,
tous les Français, les journalistes qui ont monté ces émissions, les comédiens, les stars qui y participent depuis 30 ans, il y a eu un profond changement dans la médecine génétique à partir du Téléthon. Rien n'a plus été la même chose. À la fois la recherche, c'est l'objectif, mais plus profondément encore, la participation des patients, la participation des associations de patients à la recherche. Au fond, ces malades qui sont devenus experts sur leur maladie et qui nous apprennent des choses. La médecine n'a jamais fonctionné autrement, mais jamais ça n'a été aussi fort, aussi manifeste. C'était au fond donc le début d'un profond bouleversement social de la médecine génétique, j'ai dit, mais peut-être plus profondément encore. Ce changement profond qui a conduit les patients à se prendre en main n'est pas une provocation de la médecine, mais elle a bousculé la médecine, elle a bousculé la recherche, elle a ouvert des champs phénoménaux d'imagination, d'inventivité, et en particulier la séquence du génome a été en partie rendue possible grâce à des efforts comme ceux du Téléthon. Le but de l'opération de ce soir, c'est de doter nos chercheurs, nos laboratoires, de l'outil qui va permettre de lire ce génome à grande vitesse à la recherche des gènes des maladies. Et en 1990, c'est chose faite avec la création en banlieue parisienne du Généton, un laboratoire dédié à la génétique. En 1992, le Généton publie les premières cartes mondiales du génome humain. Ces cartes sont un pas immense vers des traitements impensables quelques années auparavant. Dès la fin des années 90, les malades vivent déjà beaucoup mieux et plus longtemps. Par rapport à ce que nous avons connu il y a 10 ans, on a gagné de 5 à 10 années de vie, oui. L'année 2000 célèbre une première et formidable victoire de la thérapie génique contre les déficits immunitaires. 4 bébés sortent de leur bulle. Nous passons, comme on l'a dit, de l'ère de la recherche à celle des traitements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que symboliquement, les chercheurs vont passer le relais à la médecine. Le Téléthon a eu effectivement un impact majeur sur les connaissances en génétique médicale. D'abord en faisant une carte, en contribuant à la carte génétique, et qui a permis l'identification d'un grand nombre de gènes de maladies, et ce qui est évidemment un premier pas pour comprendre puis traiter. Mais dans l'entre-deux, entre comprendre et traiter, il y a la réalisation de tests génétiques. Et ces tests génétiques sont aujourd'hui une part très importante de l'activité des services de génétique médicale en France et dans le monde. Ces tests génétiques ont pour objectif d'abord souvent de faire un diagnostic de la maladie qui peut être suspecté sur des éléments cliniques, biologiques, mais l'identification d'une altération donnée dans un gène responsable est extrêmement important. Donc ce sont des tests à visée diagnostique. Ce peut être aussi des tests qui ont une visée de conseil génétique, qui permettent de savoir si un parent est porteur d'un trait génétique, notamment pour une maladie récessive, et si son conjoint l'est également. Et donc ça a un impact sur le conseil génétique et la réalisation de diagnostics prénatal ou préimplantatoire. Et puis, ça a aussi un impact sur la prédiction de maladies génétiques, et on parle de médecine prédictive. Le mot n'est pas très heureux, l'expression est due à Jean Dossé, qui, avec Jacques Ruffier, dans les années 70, l'a introduite, puisqu'il avait découvert un lien entre certains antigènes du système HLA, ce sorte de groupe sanguin, enfin de groupe tissulaire, un peu à l'image des groupes sanguins, et certaines maladies. Et Jean Dossé avait compris qu'il pouvait y avoir d'autres marqueurs génétiques distribués sur l'ensemble du génome. Le Téléthon a permis, avec son laboratoire, le Généton, et puis avec l'ensemble des services et des unités de recherche qu'il a financées, d'identifier un très grand nombre de gènes de maladies. Et donc on peut à ce moment-là faire des tests génétiques, notamment pour des maladies à révélation tardive. Et l'idée de la médecine prédictive, c'est que le fait de savoir doit permettre d'éviter la maladie annoncée ou d'en diminuer l'impact. On pourrait plutôt parler de médecine de prévision, de médecine préventive. Aujourd'hui, c'est le terme prédictif, je dirais, qui prévaut.
la médecine prédictive ne va pas s'en poser de problèmes, de questions plutôt. Alors d'abord, il faut néanmoins savoir que dans un certain nombre de cas, elle va pouvoir permettre de rassurer des personnes qui s'inscrivent dans une famille qui présente une maladie génétique et de dire à une personne qui fait un test génétique qu'elle n'est pas à risque de cette maladie. Et puis dans d'autres cas, eh bien, on va annoncer le risque d'une maladie qui peut être, dont la gravité peut être extrêmement variable, et aussi maladies pour lesquelles les capacités de prise en charge sont extrêmement variables. Parfois, elles sont très limitées, et puis pour d'autres, elles sont extrêmement utiles. Et donc, il y a des questions donc de société qui sont posées, enfin plutôt des questions, je dirais, éthiques ou même déontologiques. Et la première question, enfin la première préoccupation que l'on doit avoir est déontologique, et c'est celle de ne pas se tromper. Ne pas se tromper dans la prédiction du risque de telle ou telle maladie. Et il y a deux grands volets, je dirais deux grandes situations où nous sommes à risque de nous tromper. C'est d'abord dans la caractérisation des variants dans un gène responsable d'une maladie. Et aujourd'hui, c'est une préoccupation très importante que de s'assurer que tel variant du gène est effectivement associé à une perte de fonction de la protéine pour laquelle il code, et par là à la maladie. Et je dirais que la caractérisation des variants dans un gène ou dans un groupe de gènes donné de maladie est un enjeu majeur et qui conduit à la réunion d'un très grand nombre de laboratoires de par le monde, et avec donc comme enjeu la constitution de bases de données de ces variants qui doivent à la fois intégrer des données cliniques et des données moléculaires, mais aussi fonctionnelles, biologiques. Donc c'est vraiment ne pas se tromper. Et puis, une autre façon, un risque de se tromper, c'est celui de ne pas prendre en compte les facteurs modificateurs de l'expression de telle ou telle maladie. Et là encore, c'est un grand enjeu, et il y a un grand pan de recherche qui s'ouvre devant nous. Les autres problèmes, c'est l'information. Les personnes qui font ces tests génétiques doivent être informées correctement sur les enjeux et les limites de ces tests. Et puis une autre préoccupation que je vois et qui est majeure est celle de la discrimination. Discrimination d'une personne qui, parce qu'elle serait porteuse d'une anomalie génétique, eh bien, serait par exemple discrimination à l'emploi. Donc ce sont autant ce sont des problèmes très importants dont il faut s'emparer, et que à la fois les médecins, les chercheurs, les législateurs et l'ensemble de la société doivent appréhender. Et c'est pour cela que nous vivons des moments très exaltants en génétique, une période dans laquelle il est possible en quelques jours de séquencer un génome qui aurait pris quelques années et des dizaines de laboratoires, un génome personnalisé, le génome d'une personne, le génome d'un enfant malade, une partie de ce génome, de sélectionner ce que l'on veut analyser. Et ces moments sont donc extrêmement des moments de ferveur pour essayer de mettre au point les méthodes, avant tout diagnostiques, qui permettent de savoir quel est le mal, de le nommer, de pouvoir dire voilà le dossier auquel j'ai affaire, voilà l'ennemi, voilà la cause de la maladie. Et je crois que ça reste dans les maladies génétiques, et je parle en particulier des maladies mendéliennes, des maladies rares qui vont plutôt s'exprimer dans la période pédiatrique, mais pas du tout exclusivement. Ça reste l'enjeu majeur que de nommer le gène qui ne fonctionne pas. C'est une étape qui est de toute manière essentielle, indispensable, sine qua non pour essayer d'aller vers le traitement. Et c'est véritablement une révolution qui doit être accompagnée, parce que ce n'est pas parce que l'on sait séquencer le génome qu'il faut le faire à tout crin. L'interprétation est très difficile, ça a été souligné à l'instant. La manipulation de ces analyses génétiques l'est tout autant, et leur impact familial, bien entendu. Cela fait toucher cette espèce de dualité de la génétique, l'exaltation, l'enthousiasme, et de l'exaltation à l'illusion ou au fantasme, il n'y a pas un grand pas. Et donc attention que cette génétique reste une médecine génétique accompagnée
par des médecins, par des conseillers en génétique, par des professionnels qui peuvent expliquer, relayer ces informations. La deuxième grande dimension, au-delà du diagnostic, c'est la dimension thérapeutique, bien entendu, et de dire une fois que le mal est nommé, une fois que le gène est reconnu, une fois que la mutation dans un gène, parce que cela dépend parfois de l'altération précise du gène, est identifiée, alors il n'y a qu'un pas vers le traitement. Et ce pas peut prendre parfois la forme d'un pas de quelques mois, quelques années, quand il y a une très bonne option thérapeutique qui découle de la découverte. Sachons dire les mots, c'est rare, c'est très rare. Ce pas, parfois, c'est 20 ans de travail. 20 ans de travail entre l'identification du gène de l'achondroplasie, une des causes fréquentes de petite taille, et le détournement de molécules qui vont pouvoir inactiver un gène qui surfonctionne. Mais déjà comprendre pourquoi il surfonctionne, reproduire dans un système animal, modéliser la maladie rare, c'est une aventure de plusieurs années. 20 ans aussi entre l'idée de traiter la drépanocytose, dont nous parlions tout à l'heure, par la thérapie génique, comme il a été fait pour les déficits immunitaires. C'est aussi une aventure, une épopée extraordinaire. Donc cette génétique, tant pour le diagnostic, pour l'accompagnement, pour les tests dans les familles, que pour les perspectives thérapeutiques, doit s'équilibrer entre trop de réserves et trop d'illusions, trop d'espoirs mal placés. C'est la place pour la médecine, c'est exactement la place de la médecine. Ces photos de Joseph Méric sont très impressionnantes parce que ce sont des photos d'un homme qui a des difformités monstrueuses. Et je pense que dans les années 1880, quand il faisait l'objet de... quand il était montré dans les foires, cette monstruosité était évidemment insupportable. Mais elle était d'autant plus importante qu'on n'en comprenait pas la cause. Et aujourd'hui, c'est relativement récent, moins d'une dizaine d'années, qu'on a compris que Joseph Méric était atteint d'un syndrome de Proté. Et en fait, il avait eu une altération ou mutation dans un gène qui s'appelle AKT1 et qui était survenue après la conception. C'est ce qu'on appelle une néomutation. Et qui n'était donc pas présente, cette altération n'était pas présente dans tous les tissus de son organisme. Et c'est ce qui explique que certaines parties étaient liées à étaient totalement déformées parce que la protéine AKT va induire une prolifération cellulaire bénigne, mais une prolifération cellulaire très importante et va conduire à ces difformités. Et puis dans d'autres régions du corps, et on a des photos de Joseph Méric, le corps est tout à fait normal. Notamment ses épaules, son bras et son avant-bras gauche sont tout à fait normaux. Et aujourd'hui, je pense que la compréhension que l'on a de sa maladie fait que le regard que l'on poserait sur lui ne serait pas du tout aussi cruel. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de pères inconnus. Cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu.
appelé coup de foudre aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate. Artiste passionné, Musicienne, acrobate, cherchant un homme bon. cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, de la fantaisie à gogo. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris. Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse. À Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas alors que j'ai envie d'aller à l'opéra? Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. De cœur quatre prunelles à embarquer allegretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Au-delà d'une scène iconique, on a affaire à la plus vieille expérience de la génétique. Et ça n'a pas échappé aux généticiens que ce clonage naturel, j'exagère peut-être un peu dans les mots, mais ces jumeaux sont d'une très très grande utilité dans leur observation, selon qu'ils sont, suivant les termes consacrés, des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire le fruit d'une seule conception. C'est l'impression qu'on aurait pour les sœurs qui viennent de danser, et qu'on a affaire à un patrimoine génétique absolument identique ou presque absolument identique, ou que ce sont des jumeaux, au contraire, qui, nés aux mêmes mamans, sont le fait de deux conceptions, des jumeaux dizygotes, et qui ne sont au fond que des frères ou sœurs utérins, mais qui sont quand même nés aux mêmes mamans, dans le même utérus, avec le même environnement. Environnement génétique, les jumeaux donc étaient de longue date considérés par les généticiens, et le sont toujours, comme ce calibrage qui va permettre d'essayer de distinguer pour un trait particulier, la taille, le poids, le périmètre crânien, le comportement, elles en parlent, la part de ce qui est génétique de la part de ce qui ne l'est pas. L'inné, l'acquis, l'environnement et la génétique, et d'arriver progressivement avec les jumeaux à la notion un peu complexe de ce qu'on appelle l'héritabilité. L'héritabilité d'un caractère normal comme pathologique, c'est au fond ce qui, dans sa composante, dans sa variabilité, peut être expliqué par la génétique ou pas. L'héritabilité d'un trait, c'est ce que va contribuer la génétique dans l'échantillonnage de sa différence. Par rapport à ces populations en Ouzbékistan, qu'est-ce que vous avez réussi à démontrer ? En fait, ce qui nous avait intéressé, c'était de regarder donc en quoi, du fait de différences culturelles, ça va entraîner des différences génétiques. Donc ça ne veut pas dire que la culture rentre dans les gènes ou que les gènes rentrent dans la culture. C'est parce que, comme des gens ont des pratiques culturelles différentes, ça entraîne des différences entre les populations. Le plus bel exemple, c'est l'exemple de la digestion du lait. Naturellement, les adultes, on ne digère pas le lait comme dans toutes les espèces de mammifères. Et pourtant, il y a des sociétés chez l'homme où 80% des gens, en tant qu'adultes, digèrent le lait. Et en fait, ça s'explique parce qu'il y a eu une pratique culturelle il y a environ 5000 ans qui consiste en l'élevage, l'utilisation des produits laitiers. Et les gens qui, par hasard, portaient la mutation qui permettait de digérer le lait, eh ben, ils ont eu plus de descendants, ils ont mieux survécu que les autres. Donc, ce gène qui permettait de digérer le lait a augmenté en fréquence au fil des générations jusqu'à atteindre à peu près 80% dans certaines sociétés. Et ça, c'est un des exemples où votre choix culturel de société qui consiste à élever des animaux et à boire du lait, s'il est transmis sur un grand nombre de générations, ça va changer les fréquences des gènes dans vos populations, et des gènes qui étaient quasiment extrêmement rares vont devenir très fréquents. Donc c'est ce genre de choses-là qu'on regarde en Asie centrale. Bien, je trouve que c'est effectivement un exemple très, très intéressant de l'importance des pratiques culturelles sur
finalement la composition d'une population humaine, ici des nomades en Ouzbékistan. Mais je dirais que cette pratique, cette pratique culturelle a été en fait influencée par l'environnement. Parce que quelle est la base, je dirais, de nourriture des nomades qui, par définition, ne cultivent pas? Ce sont leurs bêtes, leur lait pour les mammifères et leur viande. Et donc, c'est probablement, enfin, j'irai peut-être un peu au-delà de l'observation d'Evelyn Heyer, qui est que ces pratiques culturelles, certes, ont influé, mais elles ont été imposées par l'environnement. Il y a un autre exemple dont la composition d'une population humaine a été influée par l'environnement, c'est celle des Indiens Pima, aujourd'hui qui sont au Mexique, mais qui sont passés par le détroit de Bering il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Et les conditions difficiles de vie, en passant par le détroit de Bering, de disette, pour ne pas dire plutôt de famine, fait que les individus qui avaient une capacité génétique à survivre avec une restriction calorique très importante, eh bien, ont survécu préférentiellement. Et aujourd'hui, l'environnement de ces Indiens Pima n'est plus le même, puisque nous avons, donc là il n'y a plus de disette, mais au contraire une alimentation surcalorique. Eh bien, ces Indiens développent des maladies, enfin obésité et diabète de type 2. Et c'est un exemple, comme quoi il y a eu donc là une sélection d'une partie de la population par l'environnement, et un environnement qui modifie à son tour, parce qu'il a changé la physiologie, la physiopathologie de la population. Il est certain que par un moyen ou par un autre, les chimistes finiront par modifier le DNA. Ils feront une sorte d'industrie du DNA, comme on fait l'industrie des matières plastiques. On fera des super DNA. On finira par falsifier le DNA naturel, par le frelater en y introduisant des molécules étrangères. Et alors vous voyez tout ce que cela ouvre d'espoir, de perspectives pour l'homme, et aussi, disons-le, d'inquiétude. Car ce sera magnifique, évidemment, du point de vue médical. On pourra guérir les mauvais DNA, réparer les défectuosités des DNA qui font l'hémophilie, qui font l'idiotie héréditaire, qui font telle ou telle forme de cécité ou de surdité. Mais aussi, on pourra toucher à l'espèce humaine. On pourra peut-être créer des surhommes ou des sous-hommes. Je n'ai pas besoin d'insister sur le danger que représente un tel pouvoir. Je vous avoue que pour ma part, car un biologiste a quand même le droit d'être un homme, je doute que l'homme soit actuellement mûr pour prendre en main la commande chimique de son destin. Mais le sera-t-il jamais? C'est un grand texte de biologiste, aussi un grand texte littéraire. Imaginez un peu les mots, on parlait de mots tout à l'heure, imaginez les mots qui sont prononcés, on falsifie, on frelate l'ADN. On ne saurait plus parler comme ça, et pourtant, on saurait le faire désormais. Et il y a eu dans les années 80 un premier moratoire sur l'ingénierie génétique, sur la capacité de modifier l'ADN, parce qu'on avait simplement découvert des molécules, les enzymes de restriction, qui permettent de couper l'ADN et par-delà de bricoler l'ADN en lui insérant une séquence nouvelle. Les groupes scientifiques, les comités scientifiques ont réagi assez vite en disant attention, attention, nous avons déjà mis un pied dans la porte de la modification du génome et nous devons faire le moratoire d'Asilomar. C'est cette conférence qui a non pas mis un terme, mais mis une précaution, une prudence, un accent sur l'idée qu'il y avait une porte là ouverte que prédisait Jean Restant quelques 20 ans avant. Et nous sommes maintenant 55 ans après ces prédictions, et les ciseaux moléculaires, les systèmes CRISPR-Cas9 qui permettent de faire que cette coupure de l'ADN sera d'une précision diabolique. C'est véritablement un scalpel moléculaire qui peut pouvoir retirer un fragment d'ADN, le substituer, le modifier, sont aujourd'hui dans nos laboratoires équipés pour cela, pour modéliser les génomes anormaux et modéliser notamment les maladies pour essayer évidemment de les traiter. Donc de nouveau, des réactions scientifiques parfaitement justifiées de dire la porte cette fois-ci est
complètement franchie. Elle est telle, doit-on interrompre ces recherches, doit-on les maîtriser? Une des lignes qui semble faire le consensus à la fois de ceux qui se penchent sur la science, des philosophes ou des penseurs, des épistémologues et des scientifiques eux-mêmes, c'est de dire que tant que la modification ne s'adresse pas à la lignée germinale, à celle qui sera transmise aux enfants, à la descendance, eh bien, au fond, les choses sont permis que de dire pour un individu, mon génome peut être bricolé, modifié, et par exemple, on peut retirer de la moelle osseuse pour ingénier un gène, le réparer, l'introduire et réintroduire ces cellules souches dans un être pour le guérir d'une maladie génétique, des cellules lymphocytaires ou des cellules rouges, des globules rouges. Donc cette limite est pourtant fragile. Et on voit déjà des travaux, des tentatives qui utilisent la même stratégie dans l'idée de dire mais après tout, pourquoi ne pas guérir la lignée germinale en s'adressant alors à un être en devenir, un être dans l'idée qui est le futur enfant, qui lui n'aurait pas eu son mot à dire sur cette manipulation génétique. On voit là revenir les démons eugénistes et aussi cette dialectique. Il faut bien rappeler à ce moment-là que ce ne sont pas nos gènes qui sont sacrés, c'est je crois Jean Frézal qui s'exprimait ainsi. Nous avons des gènes très semblables à ceux de la mouche, du crapaud, du rat, de la souris, qui sont justement des animaux d'expérience que nous utilisons pour modéliser les maladies génétiques humaines. Ce ne sont pas les gènes qui sont sacrés, ce sont les individus qui sont sacrés. Pour les animaux, la flore, pour les troubles du comportement de l'enfant, ces éducateurs connaissent bien. Crise de colère ou d'angoisse, important retard scolaire, ils les accompagnent, les encadrent toute l'année. Mais depuis quelques mois, un rapport de l'INSERM suscite un tollé chez certains de ces professionnels. Cette expertise recommande le dépistage précoce dès 3 ans des troubles de conduite chez l'enfant qui pourraient annoncer des comportements délinquants à l'adolescence. Cette expertise de l'INSERM indigne certains professionnels de l'enfance, notamment par les termes employés à propos des traits de caractère des enfants difficiles. Froideur affective, tendance à la manipulation, cynisme, index de moralité bas. Ce rapport fait débat, même si ses auteurs s'en défendent, invoquant certaines faiblesses du système. Contre ce rapport, une pétition « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans » circule depuis quelques semaines. 130 000 signatures déjà pour se mobiliser contre toute récupération politique de l'étude. C'est l'utilisation qui en est faite par le pouvoir politique pour dire « on vous l'avait bien dit, les délinquants, ce n'est pas la peine d'attendre l'âge de l'adolescence pour s'en occuper, on pourrait les mater dès le plus jeune âge ». C'est l'instrumentalisation du rapport qui nous choque. Dépister tôt, oui, disent ces professionnels, mais pour soigner la souffrance des enfants, non pour prévenir ou dénoncer de futurs délinquants. On voit dans cette discussion émerger 2 mots qui sont des mots difficiles en génétique, le dépistage et le comportement. Le dépistage, c'est l'idée que on va appliquer une méthode, un test, à l'ensemble d'une population. Ça peut être un segment de population, ça peut être un groupe d'enfants, ça peut être, au fond, tous les nouveau-nés de France. Et il y a des dépistages qui se font chez tous les nouveau-nés de France, tous les jours, dans toutes les maternités de France. On n'en parle pas parce que ça marche très bien, parce que c'est très utile, parce que c'est consenti et parce que ça s'adresse à des maladies génétiques, sous réserve que l'on puisse agir sur ces maladies. Dépister la phénylcétonurie par une petite goutte de sang ou talon à la naissance, c'est une maladie parfaitement génétique, parfaitement héréditaire. Et au prix de ce dépistage, consenti par toutes les mamans qui donnent naissance à des enfants en France et dans la plupart des pays développés, eh bien on peut guérir ces enfants d'une maladie épouvantable qui se serait développée secrètement à bas bruit et aurait détruit leur intelligence. Ça, c'est le dépistage dans sa version très favorable. Le dépistage, au fond, c'est l'utilisation qui en est faite, et c'est dit par quelqu'un dans ce reportage, c'est l'utilisation du dépistage qui en est faite, qui est importante et qui est à mesurer. Lorsque l'on mêle dépistage et comportement, un autre champ, non pas de bataille, mais champ de débat de la génétique, est-ce que les comportements ont une part génétique? Et là aussi, on est à la croisée de deux extrémismes. Le premier qui serait de le nier. Il n'y a rien de génétique dans les comportements. C'est évidemment idiot, bien entendu, que certains de nos neurones, certaines de nos réactions synaptiques sont parfaitement déterminées par le codage génétique.
Et pour autant, l'autre extrême qui est de dire donc tout est génétique, c'est l'ADN qui accuse ou qui excuse. Bien entendu que non, l'éducation a sa place. Et c'est ce chemin difficile entre, encore une fois, inné, acquis, environnement et génétique, qui doit être trouvé par nos sociétés pour dire oui, on peut expliquer par la génétique, mais ce n'est pas parce qu'on explique par la génétique qu'on doit accuser par la génétique, on doit éduquer par notre société, par notre culture. C'est cette culture humaniste qui est le fondement de nos sociétés, savoir que ça peut être génétique ou avoir une part génétique forte, et pour autant que ce n'est pas par la génétique qu'on va le traiter, mais bien par l'éducation, par la culture, par la compréhension de ces traits de comportement. Les OGM, on n'en veut pas, ni dans les champs, ni dans les assiettes. Le temps est donné. Ce matin, militants écologistes et faucheurs volontaires arrachent un à un ces jeunes maïs plantés il y a un mois. À la place, ils enterrent une graine bio. Depuis le 15 mars, un décret interdit les cultures OGM en France. Mais ce champ a été semé juste avant. Ils ont semé de manière délibérée pour essayer de remettre en cause l'interdiction des OGM. Une loi interdisant la culture de maïs transgénique doit être examinée par le Sénat. En plein champ, les débats sont vifs. Ce reportage me laisse à penser que la polémique autour de la culture des OGM est en fait partie sur des problèmes d'incompréhension. Et à mon sens, le problème des OGM, ce n'est pas tant les produits qui sont issus de leur culture, qui n'ont pas de raison d'être néfastes pour notre santé, mais je dirais qu'il y a deux problèmes. C'est celui du risque de limite de la biodiversité. Et si un produit, si un OGM prend le pas sur l'ensemble d'une espèce, eh bien cette espèce devient à ce moment-là extrêmement fragile et peut disparaître à la faveur de n'importe quel événement. Donc c'est la problématique de la culture des OGM, c'est la limite de la biodiversité qui est un réservoir indispensable à l'évolution. Et l'autre problème est un problème que je dirais que je qualifierais de propriété intellectuelle, mais plutôt d'usage ancestral de la culture, enfin des pratiques, c'est que on utilise le fermier, le cultivateur utilise les graines de l'année précédente. Et Monsanto, par un processus de graines qui s'autodétruit, oblige le cultivateur à racheter chaque année des graines. Et ceci va donc à l'encontre de la pratique ancestrale de l'agriculture. Et c'est à mon sens ce qui met en danger les agriculteurs et ça les met hors d'eux. Les Américains ont déjà entrouvert les portes du futur. Depuis l'année dernière, une invention a révolutionné leur approche de la santé. Le décryptage du génome personnel. Autrement dit, l'accès au grand mystère de ses propres gènes. Ceux qui ont fait ces analyses y voient une façon inédite de prévoir son destin. Ahmad et Nadine font partie des pionniers. Au départ, Nadine voulait savoir si sa fille Zena portait derrière son regard le gène des yeux bleus. C'est super de le savoir, parce que si ma fille se marie avec quelqu'un qui a le gène AG ou GG, ils pourront avoir des enfants aux yeux bleus. En donnant un peu de leur salive et 1 000 $ par personne, ils ont désormais accès au mystère de leur génétique personnelle. Les résultats sont exprimés en pourcentage de chance ou de risque. Une liste recense 40 prédispositions par les gènes. Leur probabilité de développer de l'asthme, des maladies cardiovasculaires, un cancer du sein ou la maladie d'Alzheimer. Leurs traits de caractère. La plupart des recherches sur ces gènes ne sont pas abouties. Les résultats sont très hypothétiques. Pourtant, la famille se sent rassurée d'être entrée dans ce monde génétique qui sera peut-être le monde de demain. Et vous avez dit que vous ferez le test pour les futurs petits copains de votre fille. C'est vrai ? Ah ouais.
Ah ouais, non, mais je disais ça pour rire. Non, je vous assure, en fait, je disais que l'ADN, finalement, ce serait un bon moyen pour trouver le gendre idéal, plus tard, pour ma fille. Mais sérieusement, vous pensez qu'on pourrait s'en servir, par exemple, dans le monde du travail, pour des nouveaux recrutements? Je ne vois pas pourquoi il ne le ferait pas. Je veux dire, ça a du sens. Si un tel a des prédispositions pour la mémoire, l'organisation, la concentration, on peut lire toutes ces choses dans les gènes. Mais ça serait de la discrimination. Oui, bien sûr. Mais comme aujourd'hui, si vous passez un entretien d'embauche et que vous faites un test de QI, pour moi, c'est déjà de la discrimination. Ah, c'est un passage qui peut... qui ne laisse pas de marbre parce qu'il circule toutes les illusions, tous les fantasmes, toutes les confusions de la génétique. Alors lorsqu'on a affaire à un marché récréatif où des gens auront le mauvais goût de perdre des centaines de dollars pour s'entendre dire qu'ils ont les yeux bleus alors qu'il suffisait de se regarder dans la glace ou qu'ils ont une tendance au surpoids alors qu'il suffit de se peser, c'est pas très grave, mais il y a un véritable marché, un marché de cette génétique personnelle qu'on appelle directement aux consommateurs. Et donc on parle bien ici de consommateurs et pas de personnes, d'individus, a fortiori encore de malades ou de patients. Et ce marché existe, il est estimé par des agences très sérieuses à plusieurs milliards de dollars par an. Et s'il y a un marché, eh bien il y a des marchands. Et il y a des marchands qui vendent ces tests et qui prolifèrent sur Internet pour quelques centaines d'euros, de dollars. On va pouvoir envoyer un petit fragment d'ADN et avoir des réponses le plus souvent folkloriques, parfois fausses, mais parfois inquiétantes. Et là, on arrive à un autre aspect de la génétique qui n'est pas le choix du gendre parfait. Ce monsieur va être assez déçu s'il croit à la génétique pour définir son gendre. D'abord parce que c'est sa fille qui va le définir, j'espère. Et puis, le gendre génétique, je m'en méfierais un petit peu. L'autre aspect est beaucoup plus inquiétant, c'est l'aspect qui a été effleuré à propos de maladies. Parce que dans entre les yeux bleus et le gendre parfait, on a vu apparaître le cancer, on a vu apparaître la démence d'Alzheimer, on a vu apparaître le cancer du sein, on a vu apparaître des maladies génétiques. Et on peut être très inquiet que les Américains la FDA commence à valider des tests de ce type pour dire qu'il y a une prédisposition à une maladie génétique, qu'on peut être porteur de telle ou telle maladie, alors que ces tests n'ont cette fois-ci une grande importance pour la personne, une très grande importance pour la famille, et qu'ils n'ont été nullement expliqués, et qu'on va recevoir un feuillet, quand ce n'est pas 50 feuillets, édictant qu'on est porteur de tel ou tel variant génétique sur lesquels il y a des explications fumeuses. Et tout ça devient cette fois-ci très dangereux pour les personnes, dangereux pour la famille. Donc il y a, je crois, non pas un équilibre, mais une véritable raison à trouver dans ces tests génétiques, et en tout cas lorsqu'ils concernent des sujets aussi graves que des maladies et des domaines aussi importants que l'hérédité, qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient expliqués, qu'ils soient consentis réellement et non pas seulement par une signature Internet. Le gène fait l'objet, par des mécanismes un peu compliqués, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça équivaut bien à cela, fait l'objet d'une protection par brevet. Et bien évidemment, est-ce que c'est vraiment une invention? Non, ce n'est pas une invention. Est-ce que c'est légitime que ce soit une invention? La réponse est non, parce que c'est une connaissance. Et s'il faut payer des royalties aux possesseurs du brevet pour utiliser la connaissance, ça veut dire que tous les bienfaits que l'on escompte de la mise en œuvre de la génétique seront plus chers et encore moins disponibles à ceux qui en ont besoin. Mais comme c'est rentable de considérer que c'est un objet brevetable, ça l'emporte et on a décidé que c'est un objet brevetable. Et aujourd'hui, dans le monde entier, il y a près d'1 million de séquences qui font l'objet d'une demande de brevet, dont environ 300 000 séquences humaines. Or, comme il n'y a que 26 000 gènes, ça veut dire que probablement tous les gènes humains sont déjà impliqués dans des demandes de brevet. Qu'est-ce qui n'est pas génétique? Je le rapporterai à l'individu. C'est les rencontres qu'il fait, c'est lequel il s'accroche, c'est les sensations qu'il a de son environnement, de la lumière du jour, de la nuit, du froid. Et c'est les choix qu'il fait et les actions qu'il a au cours de sa vie, et donc au cours du temps. C'est en un mot toutes les actions qui le construisent. Et définir ce qui n'est pas génétique est, à mes yeux, très important, car c'est d'abord la possibilité d'agir. Et si on reprend la part de la génétique qui est médicale, il est quand même plus facile d'agir sur ce qui n'est pas génétique que ce qui est déterminé par une séquence d'ADN, même à l'heure des thérapies géniques.
et d'agir sur l'environnement, d'agir par le médicament, d'agir par de nouvelles stratégies qui ne sont pas génétiques du tout, mais qui sont fondées sur la connaissance de la génétique. Et c'est ce point de vue qui est un petit peu nuancé et qui, je crois, est porteur d'espoir dans ce domaine-là. Et puis l'autre aspect de la définition de ce qui n'est pas génétique, ou au moins de savoir que tout ne l'est pas, c'est tout simplement de pouvoir échapper à un génome qui serait une espèce de prison, de prédiction, d'un destin indépassable et incontournable et au fond automatique. Au fond, savoir que l'on peut définir ce qui n'est pas génétique, c'est être libre. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites.